Donc, à mon tour de remercier l'APF et en la personne de professeur Hida de m'avoir et son équipe bien sûr de m'avoir invité à siéger auprès de mes collègues pour juger ces communications orales. Elles sont trop tardées. Je vais passer la parole à l'équipe de la faculté de médecine pharmacie de Tanger, l'équipe de professeur Olmaté, professeur Boussedini, docteur Eda Omar, pour nous parler du pronostic materno-fœtal des grossesses gémellaires à propos de 38 cas. En attendant, je vais passer la parole à Dr Dini professeur Dini pour la discussion. Nous avons quelques minutes s'il y a des questions à propos des 3 premières communications. Oui. Madame le professeur Haj Khalifa. Bonjour madame. Merci, c'est partagé. Le problème, Madame Dini, c'est qu'on n'arrive pas à profiter de l'expérience des autres. D'abord, quand on arrive à 4523 de ferritinémie, c'est énorme. Donc, c'est comme si on n'a jamais parlé dans ce pays de la thalassémie majeure. Et là, quand j'ai pris le service en 1980, elle me dit, j'avais des thalassémies, mais jamais à ce chiffre-là. Donc, ça veut dire que un moyen de transfusion, qu'on transfuse beaucoup les enfants et rapidement. Et il faut savoir que la thalassémie, quand on n'a pas un chélateur de fer, on n'arrive pas à 12, même à 10 grammes. Ça, c'est très important, Madame Rajiba. C'est très important de dire ça. On arrive à des chiffres de transfusion qu'à partir du moment où on a un chélateur. La deuxième question, c'est que, à travers la communication, vous avez parlé d'un chélateur de fer que vous donnez, mais vous n'avez pas précisé est-ce qu'il est donné. Parce qu'à un certain moment, vous avez dit qu'il n'est pas, tous les malades ne bénéficient pas de ce chélateur de fer. Alors, vous disposé, parce que à Casablanca, depuis qu'on a fait la journée il y a 15 ans, on a ce chélateur de fer, et c'est un excellent chélateur de fer. Là, vous avez parlé de l'association des deux. Il faut préconiser les deux. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous disposez combien d'enfants ont bénéficié de ce chélateur? Combien d'enfants n'en ont pas? Est-ce que, comme dans les hôpitaux, il faut que ça soit un peu homogène. Voilà. Madame Lajib, il faut que vous fassiez un papier. Vous voulez bien répondre à Madame? Il faut que c'est tel que je connais de Oujda, donc je connais. C'est pour ça que je la responsabilise. Elle a une réponse à vos questions, Madame. Oui, exactement, absolument. C'est un ombilic, je pense que ça a un rapport avec la disponibilité des chélateurs bien sûr, au niveau des CHU. Donc, la prise en charge. C'est ça. Avec 30 chélateurs, je vais jusqu'à tel gramme. Je n'ai pas de chélateur, je me aide. Faites passer ce papier. Merci beaucoup. Rapidement. Oui, merci beaucoup, Madame Haj Khalifa. Donc, en fait, la prise en charge de la thalassémie repose sur une transfusion régulière, plus les chélateurs, ça c'est clair, et insister sur la disponibilité du traitement. Et je pense que le point principal, c'est le dépistage. Voilà, pour arrêter cette catastrophe. Je pense le dépistage et le conseil génétique, comme ça se fait à l'instar au niveau de l'Amérique latine maintenant, il contre-indique carrément les autres pays du bassin entre les patients qui sont hétérozygotes. Il y a pas mal de pays qui ont déjà instauré ce. Oui. Donc, je pense qu'on va passer rapidement à la. Je laisse Madame le professeur Rim Amrani. Donc, rapidement, je vous passe la parole pour nous parler du pronostic materno-fœtal de grossesse gémellaire à propos de 38 cas. C'est l'équipe de Tanger, Université Abdelmek Saïdi. À vous la parole. Chers maîtres, chers confrères, chers consoeurs, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter un bref résumé sur notre travail intitulé « Le pronostic materno-fœtal des grossesses gémellaires ». Nous avons suivre le plan suivant d'Ibrad. Comme introduction, les grossesses gémellaires représentent une situation à haut risque aussi bien pour le déroulement de la grossesse que pour l'accouchement. Elle reste encore une situation angoissante pour l'équipe obstétricale. Les gémellité constituent un véritable enjeu de santé publique et est responsable d'un fort taux de mortalité périnatale.
L'objectif de notre étude est de rapporter l'aspect clinique, thérapeutique et évolutif des nouveau-nés issus d'une grossesse gémellaire, d'analyser les facteurs prédictifs de morbimortalité materno-fœtale. Il s'agit d'une étude rétrospective portant sur tous les cas d'accouchement gémellaire hospitalisés au service de pédiatrie de l'hôpital Mohamed V de Tanger durant la période allant du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022. On exclut les femmes ayant une grossesse gémellaire compliquée d'un mort fœtal in utero. La collecte des données a été réalisée en utilisant une fiche de recueil. Nous avons recueilli les caractéristiques socio-démographiques des parturientes, les antécédents médicaux, chirurgicaux et obstétrico-maternels, les caractéristiques de la grossesse gémellaire, les complications maternelles et néonatales au cours de l'accouchement. Une fois recueillies, les données ont été saisies et analysées à l'aide du logiciel SPSS. 1797 accouchements pendant notre période d'études, s'étendant du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022. Un total de 38 accouchements gémellaires est noté, soit une fréquence de 2% des grossesses gémellaires, ce qui concorde avec la littérature qui s'étend entre 4 et 12%. L'âge des parturientes gémellaires est comprise entre 20 et 41 ans, avec une moyenne de 31 plus ou moins 6 ans. La grossesse a été suivie dans 54% des cas. La plupart des parturientes sont multipares dans 78% des cas. Une seule parturiente était sous inducteur d'ovulation. Notre étude rapproche aux résultats de la littérature nationale et internationale. Le motif d'hospitalisation des parturientes était menace d'accouchement prématuré pour 20 cas, soit 53%, rupture prématurée de la membrane pour 7 cas, soit 18% des cas. Notre étude montre une augmentation du taux de menace d'accouchement prématuré par rapport à la littérature allant de 12 à 33%. 21 cas de grossesse bicoriale biamniotique représentés dans notre population, soit 55%, et 4 cas de grossesse monocoriale monoamniotique ont été recensés dans notre série, soit 10%. Quand l'accouchement était par voie basse, 2 cas de complications sont observés, soit un taux de 7%, représente 2 cas d'hémorragie de la délivrance. Pour les accouchements par césarienne, on n'a pas enregistré de complications. L'hémorragie de la délivrance dans notre étude est la seule complication retrouvée par rapport à la littérature qui explore plusieurs complications. Les présentations céphaliques sont les plus fréquentes pour les 2 jumeaux, ce qui concorde avec les résultats de la littérature. La prématurité était notée dans 53% des cas. Le terme médian de l'accouchement était de 32 semaines, plus ou moins 3,7, avec des extrêmes allant de 25 à 39 semaines. 74% des accouchements gémellaires étaient faits par voie basse, contre 26% par césarienne. D'où les études rencontrées dans notre revue de la littérature retrouvent une augmentation de risque de prématurité en cas de grossesse gémellaire et le recours à l'accouchement par voie basse en premier lieu. Le poids du premier jumeau était compris entre 600 et 2000 grammes, avec une moyenne de 2413 grammes par rapport au poids du deuxième jumeau, et compris entre 630 à 3100, avec une moyenne de 1723. Notre taux de faible poids de naissance associé à la gémilité est de 47% pour le deuxième jumeau et 44% pour le premier jumeau. Notre étude rapproche aux résultats de la littérature nationale et internationale. La plupart de nouveau-nés sont hospitalisés pour détresse respiratoire en premier lieu, dans 73% des cas, suivis de prématurité dans 53% des cas. Par contre, 8% ont présenté un syndrome transfuseur-transfusé. Le taux retrouvé dans notre série s'insère parmi les pourcentages observés dans les séries de la littérature. D'après notre étude, le score d'Apgar inférieur à 7 en cas d'accouchement par voie basse a un taux élevé par rapport à l'accouchement par césarienne chez les 2 jumeaux. Sur le plan paraclinique, LDH était supérieur à 750 dans 45% des cas pour le deuxième jumeau et 29% des cas pour le premier jumeau, ce qui explique le taux élevé d'Apgar bas dans notre étude. L'hypocalcémie prédomine chez les 2 jumeaux. 13% des cas du deuxième jumeau ont présenté des troubles d'hémostase. L'antibiothérapie de première intention est utilisée chez tous les nouveau-nés hospitalisés, associée donc 31% des cas aux antibiothérapies de large spectre, vu les signes cliniques et biologiques et l'aggravation de l'état général. L'indication de la photothérapie était chez 26% des cas et 10% des cas ont été transfusés par des chylogrobulaires. L'évolution était favorable dans 71%, alors que 22 nouveau-nés décédés, soit 29% de la population. La mortalité ultra-précoce était élevée dans 16% des cas pour le deuxième jumeau. Par contre, la mortalité périnatale prédomine chez le premier jumeau dans 13% des cas. La durée d'hospitalisation moyenne dans notre service était de l'ordre de 6,5, plus ou moins 3,7 jours, avec des extrêmes allant de 2 à 30 jours. Le taux retrouvé dans notre série s'insère parmi les pourcentages retrouvés dans les séries de la littérature.
Les causes du décès sont représentées par des formes sévères de MMH dans 50%, suivies de la survenue de choc septique dans 32%, ce qui concorde avec la littérature. L'analyse univariée a permis de retenir des paramètres significatifs liés à la survenue de la mortalité périnatale et néonatale, à savoir la forme sévère de MMH, le poids inférieur à 1500, LDH élevé supérieur de 750, la gestationnelle inférieure à 32 semaines, troubles de l'homéostase. Ces cas sont plus significatifs chez le deuxième jumeau. Par contre, le score de Silverman supérieur à 4 et la survenue de choc septique sont plus significatifs chez le premier jumeau. Pour conclure, l'accent doit être mis sur une meilleure identification et un meilleur suivi des causes gémellaires. Le diagnostic précoce de la chronicité et le suivi échographique périodique sont fondamentaux et garantissent une meilleure prise en charge. La prématurité doit être prévenue par l'utilisation des corticothérapies anténatales de routine et la prévention des menaces d'accouchement prématuré. Tous les efforts doivent être faits dans le but de prolonger la gestationnelle, d'augmenter le poids de naissance et d'optimiser le mode d'accouchement. Et merci pour votre attention. Merci, docteur.